Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est le début. Non, non, c'est juste que... On est à l'Université populaire d'écologie de Choisy avec Nathalie. Voilà, très bien. Merci. Bah écoutez, merci et merci d'être venus aussi nombreux alors qu'il pleut. Donc je vais vous dire quelques mots un peu de mon parcours pour expliquer pourquoi parmi les sujets de l'écologie, il y en a beaucoup de très urgents comme le changement climatique et d'autres. Moi je me suis attachée à plutôt travailler sur les questions de l'art et de l'environnement. Alors d'abord j'ai fait les Beaux-Arts, donc c'est ce qui m'a intéressée dans les années 80. Et aux Beaux-Arts, à l'époque, dans les années 80, on ne s'intéressait pas à la question politique. On faisait de la peinture. Et moi, je voulais absolument m'engager. Et donc, c'était vraiment brûlant pour moi. Et du coup, faire que de la peinture, c'était pas une chose qui était pour moi. Et à l'époque, bon, eh bien, en tant qu'artiste, je travaillais avec Christian Boltanski, qui est un artiste français très connu, et je m'intéressais aux déchets dans la ville. Alors je ramassais des tas de choses et j'essayais d'en faire des installations. Puis au bout d'un moment, ça m'a semblé bien insuffisant, et c'est comme ça que je me suis tournée vers la science et vers la question environnementale, en me disant, ça c'est la question du futur, et c'est une question qui ne mourra pas avec moi, ça c'est pour certain. Je mourrai bien avant elle. Et du coup, il y avait quelque chose là de politique à investir qui me semblait tout à fait important. Donc, de ces questions-là, j'en suis arrivée à m'intéresser à l'art et l'environnement. Aujourd'hui, on a toute une histoire derrière nous depuis les années 60. Ça fait 50 ans, 55 ans, je calculais, 55 ans de personnes qui travaillent dans le champ de l'art environnemental. Et du coup, ce champ, il n'est plus si neuf. On a du mal à le découvrir en France. Alors pourquoi ? Il y a deux choses, je dirais. La première, c'est parce que l'environnement, soit c'est devenu une question technique, c'est-à-dire qu'on va trouver des techniques vertes, on va trouver ce qu'on appelle green business d'une certaine manière, le business vert, hein. Soit c'est une question politique, l'écologie politique, vous l'avez rencontré, mais en tout cas, c'est rarement une question artistique. Il y a toujours, de la part des galeries et des musées, une certaine méfiance à l'égard des artistes qui s'engagent dans le champ politique, d'une part, et en outre, encore plus dans le champ de l'environnement, où on a le sentiment, si vous voulez, que ces artistes sont manipulés, instrumentalisés et qui répondent à une demande. Deuxième, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut dire par là. Derrière le mot art environnemental, il y avait des tas de termes qui étaient utilisés pour signifier ce que faisaient ces artistes. Alors vous trouvez bio-art, vous trouvez art écologique. Donc l'écologie, c'est aussi une question de langage. On doit, nous artistes, et je pense par exemple à un artiste qui s'appelait Carus, qui est du début du 19e siècle, il a écrit des lettres qui s'appellent « Lettres sur la peinture du paysage » entre 1815 et 1835, et il dit « En fait, moi je veux faire des peintures de paysage, mais ces peintures de paysage, je veux les appeler « peintures de la vie de la terre ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une peinture du paysage vue du point de vue de l'homme, mais une peinture de paysage qui rende compte de la vraie vie de la Terre, d'une certaine manière. Et ça, c'est intéressant parce que dès cette époque, on voit que des artistes essayent, quelque part, avec ces peintures de paysage, de rendre compte de cette vie de la Terre. Non pas en tant que scientifique, mais en essayant de voir ce qu'un artiste peut en dire. Et ça c'est le romantisme du 19e siècle. Alors, bon, des artistes qui travaillent avec les scientifiques, il y en a aussi eu sur le changement climatique. Il y a eu des expéditions Art Science depuis les années, je me souviens plus de la date, depuis les années 2005, je crois, dans ces années-là. Donc, c'est des expéditions qui vont au pôle pour essayer de rendre compte du changement climatique. Comment on représente ce phénomène-là ?
Je veux dire, c'est pas facile, on le voit bien tous les jours. Est-ce que ça veut dire, on nous dit, pour nous, il fait plus chaud, ça veut dire que le climat a changé. Mais en vérité, la question est tellement complexe que même il fait plus chaud aujourd'hui ne veut pas forcément dire que c'est un phénomène qui est lié au changement climatique. Donc comment les artistes représentent cette question-là? Comment font-ils preuve d'image et d'imagination pour essayer de traduire ce qui est de l'ordre de l'invisible? Vous tapez art et changement climatique, il y a des sites entiers qui sont dédiés à ces questions-là. Enfin, un dernier pôle, je dirais que c'est les artistes qui travaillent avec les dessinateurs, avec les planificateurs, avec les urbanistes, avec les paysagistes. Et donc, eux ont une autre sorte d'outil, c'est-à-dire qu'ils emploient beaucoup la carte. On parle du tournant finalement cartographique de l'art, parce que beaucoup d'artistes se sont mis à utiliser la carte, mais dans le domaine de l'écologie précisément, ils se sont mis à créer des paysages. Il y a une chose, parce que ça va être le bouquin, c'est que je pense que ces pratiques sont en train ou vont d'une certaine manière révolutionner une certaine conception de l'art. Alors, quelle est la thèse derrière ça? La thèse, c'est que, et pour avoir travaillé avec des collègues, et ils me disent, mais voyez, il y a un artiste qui s'est mêlé de faire un jardin, en quoi est-ce de l'art de faire un jardin? Ou en quoi est-ce de l'art de faire pousser des plantes sur un toit? Et la question que je repose, c'est que l'origine de l'art, elle est quand même, dans l'histoire, très liée à l'idée de l'artisanat. Il y a, on ne va pas les développer maintenant, hein, mais des liens historiques très importants entre l'art et l'artisanat. Et on peut penser, et ça sera un peu l'idée que je vais développer maintenant, que l'artiste, en se réinsérant dans la vie de la cité d'une certaine manière, en ne faisant plus œuvre de la même manière, c'est-à-dire en dégageant un objet qui sort finalement de son contexte pour le promouvoir dans des espaces de galerie, eh bien retourne à une forme d'artisanat. Et je vais finir sur ça, c'est-à-dire que l'idée par rapport à l'esthétique environnementale, ce n'est pas de travailler simplement sur la question de l'art comme étant totalement désinséré des sphères locales, soit de vie, soit économique. C'est véritablement travailler sur ce qui fait valeur à nos yeux dans notre monde, d'une certaine manière. Et ce qui fait valeur, ce n'est pas juste le beau, c'est pas le bon et le bien simplement comme des valeurs suspendues, mais je dirais que c'est des valeurs concrètes qui s'incarnent dans des objets, dans des environnements, qui prennent des formes spécifiques et qui, du coup, de ce point de vue-là, peuvent être travaillées non seulement avec les artistes, mais aussi collectivement. Pour moi, ça, en tout cas pour moi, du point de vue de ma trajectoire scientifique, c'est quelque chose que je n'ai eu de cesse de défendre, c'est-à-dire que cet environnement-là a des composantes esthétiques évidentes, et c'est pas parce que c'est en ville et que finalement le droit de regard sur ces environnements qui sont fabriqués en ville, il est souvent très confisqué, c'est-à-dire il est dans les mains des experts, pour utiliser ces termes, que le droit de revendiquer, alors là je renvoie à Lefebvre, le droit de revendiquer finalement un droit à la fabrique urbaine, d'une certaine manière, à participer à cette fabrique urbaine, eh bien l'artiste se fait souvent médiateur de finalement l'évolution de cet accès à la fabrique urbaine. Donc voilà, je vais en terminer là, et puis si vous voulez dialoguer, je suis bien volontiers. Je remercie également Cécilia de nouveau de nous avoir suivis.